Aujourd'hui, on va faire le point sur la problématique des finances, des moyens, de vos revenus, de vos préoccupations, parce qu'à partir du début de semaine, puis on est carrément dans le vif du sujet, là. Comment vivez-vous votre situation financière classe moyenne? Parce que le sondage parle de celle-ci. Je viens vous montrer deux tableaux au départ. Puis au demeurant, on aura beaucoup de tableaux, mais on va surtout avoir ça. D'abord, de qui parle-t-on? C'est un couple avec un enfant de moins de 18 ans qui fait un salaire entre 40 et 90 000. 40 000 et 90 000, c'est la classe moyenne. Vous vous reconnaîtrez, bien sûr. Il peut avoir 2 enfants, il peut avoir 3 enfants. Vous vous reconnaîtrez, bien sûr. Ajouter des enfants à charge, c'est ajouter des dépenses supplémentaires. La situation est encore plus difficile. Puis globalement, dans le sondage qui nous préoccupe, aujourd'hui, j'essaie d'aller vers des solutions. On aura des gens pour répondre à vos questions également. Et c'est surtout ça qui est important. À travers vos témoignages, celui de Steph et les autres, on va se dire qu'est-ce qu'on fait quand on a le budget de Steph. J'ai 2 personnes qui vont nous aider, qui vont vous aider, qui vont nous aider à mieux comprendre, puis peut-être à faire de la gestion de conflits, puis de la gestion de problèmes, puis de la médiation, faisant en sorte qu'on puisse tous être conscients de la situation qui nous préoccupe, puis ça vous préoccupe à travers le sondage qu'on vous présente, sondage de TVA, du Journal de Montréal et de 98.5 FM. Maître Céline Vallière, qui est avocate médiatrice à mes côtés, mais qui est une spécialiste en gestion de conflits, en médiation, bien sûr, mais basiquement, c'est ça qu'on fait. On gère des conflits, on gère des situations qui peuvent s'envenimer. Exactement. Les problèmes financiers peuvent apporter toutes sortes de conflits entre les conjoints et parents-enfants. Puis c'est ça, hein? Les donc, gens il y a des l'identifient. méthodes. Mais Vallière, les gens identifient les problèmes financiers comme source importante de conflits avec le jeune, l'ado, l'enfant, puis la conjointe. C'est souvent, à la base, il y a souvent cette problématique-là. Parce qu'on se sent impuissant, tu sais. Quand c'est pas de ma faute, je ne fais pas plus d'argent, je travaille comme un malade, je travaille 50 heures par semaine, tu t'en rends pas compte, j'arrive, tu es fatigué, tu me dis que tu n'as pas d'argent pour t'acheter un nouveau lave-vaisselle. Donc c'est ça, tu as l'impression qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Effectivement, on sait pas. On a des valeurs différentes aussi. Alors, notre conjoint peut avoir une valeur différente de la nôtre face à l'argent. Alors, il y a des personnes qui vivent plus au moment présent et qui pensent pas au futur ou c'est pas important, les rires, les retraites et tout ça. Alors, à ce moment-là, ça va être quelqu'un qui va dépenser plus vite l'argent. Puis son conjoint, lui, le stress, c'est de mettre de l'argent de côté pour les mauvais jours. Alors là, on a 2 valeurs complètement différentes. Vous savez, je pense que c'est beaucoup, ces conflits-là entre les conjoints, c'est beaucoup une question de valeurs différentes, de besoins différents, puis de communication. On va travailler là-dessus. Oui. Tantôt, on va travailler là-dessus. Peut-être Oui. qu'en plus de faire un budget, si le besoin s'en fait sentir, ce serait peut-être la fun de faire l'exercice des valeurs des uns par rapport aux autres pour savoir comment on satisfait ses propres valeurs. Tu sais. Oui, puis se donner un processus de résolution de problèmes aussi. Se donner des étapes pour se questionner par rapport aux problèmes. Puis comment on peut trouver des solutions. Parce que, oui, c'est vrai que c'est inquiétant au niveau financier, mais moi, je pense qu'il y a des solutions, puis il y a des méthodes qu'on peut essayer. On va essayer d'en mettre en place. Oui, Stéphanie certainement. Milot est conférencière et psychothérapeute. Je la rejoins également. Stéphanie, qui est une habituée qu'on voit fréquemment. Salut Stéphanie! Bonjour. Stéphanie, je veux juste faire le point, puis ensuite on va regarder ensemble, on va analyser ensemble des sondages dans un instant. Je vais aller faire des tableaux, on va regarder des tableaux avec vous, puis on va aller au téléphone. Je reviens sur un truc, Stéphanie, tantôt. Il y a des gens pour qui c'est suffisamment stressant, toute cette notion-là de finances dans la famille et dans le couple, qui, rendus à bout, poseront peut-être des gestes ou prononceront des paroles qui peuvent être extrêmement et blessantes et voire même dangereuses pour l'autre. Quand on sent que la soupape, là, tu sais, que ça sort par les oreilles puis que le presto va sauter, c'est qu'il faut faire. Ah ben c'est sûr qu'il faut aller chercher de l'aide et effectivement, le stress, quel que soit le stress, mais le stress financier, oui, François, ça nous amène souvent à des comportements inadéquats. Crier après notre enfant, ça amène des conflits dans le couple, on le sait. Hein? Moi, en thérapie de couple, les 3 sujets qui sont le plus souvent abordés, c'est on ne s'entend pas sur l'éducation des enfants, sur la sexualité et sur la façon de dépenser les sous. Alors effectivement, c'est un stress, la pression financière. Donc, on doit aller chercher de l'aide. Il y a des trucs, on va en donner ce midi, mais dans un cas extrême, moi, j'invite les gens à les consulter. Et l'idée n'est pas de faire une thérapie nécessairement de 2 ans. Des fois, quelques rencontres avec un spécialiste en psychothérapie ou un psychologue pour aller chercher des outils pour diminuer notre stress. Mais on va en donner aussi ce midi des outils concrets. OK, je m'en vais dans le courriel, je m'en vais dans les tableaux. Je lis un premier courriel, monsieur le réalisateur, ensuite je montrerai des tableaux, OK? Mario dit, nous avons 4 enfants, 10, 12 et 15 ans, dans une famille reconstituée.
Ça aussi, ça joue là-dedans. Famille reconstituée, tu as déjà connu quelque chose, puis ce que tu revis, c'est peut-être pas nécessairement pareil, puis ça ajoute un stress, tu regrettes peut-être la grosse maison que tu avais, ou en tout cas, peu importe, tu sais, bon, je sais pas. Ce que nous faisons, c'est de se serrer la ceinture. Des fois, je travaille au noir, c'est plus payant, malheureusement. Je sais que je ne paie pas d'impôts, mais ma famille passe en premier. L'école, l'épicerie, les factures en général, ça coûte pas mal cher, mais nous faisons de notre mieux et nous sommes tout de même heureux. Nous sommes tout de même heureux. Famille reconstituée, c'est une vision différente, ça. Je veux dire, regardez de plus en plus. Puis, tu sais, j'imagine, OK, je vous pose la question. J'imagine celui qui est dans une famille reconstituée, qui doit quand même payer pension à sa vie d'avant. La conjointe actuelle puis le nouvel enfant vont peut-être dire c'est de l'argent dont on pourrait se servir. Donc, tu as l'impression que tu es partagé en deux. L'argent ne sert pas rien qu'à ceux que tu aimes maintenant. Tu sais, je veux dire, je sais pas, ça doit être... C'est une source de conflit, ça, le voyez-vous? C'est plus dur pour une famille reconstituée? Bien, c'est-à-dire que c'est toujours se séparer, c'est toujours une source d'appauvrissement. Hein? Un couple qui se sépare s'appauvrit. Alors là, ça, c'est rien de nouveau. Et ils doivent recomposer avec une nouvelle situation financière. Maintenant, moi, je suis toujours responsable de mes enfants comme mère et je ne suis pas responsable financièrement des enfants de l'autre conjoint. Quand on fait les calculs, les pensions alimentaires et tout ça, je dis souvent au couple, qui est responsable de ces deux enfants-là? C'est papa et maman. Et quand même que papa a une conjointe qui est médecin, ça n'a pas rapport. Il reste responsable, lui, Il est responsable, lui, de ses enfants. Et donc, il faut séparer les budgets. Mais attends, mais je reviens pratico-pratique. Stéphanie, comme Mme Vallière, j'imagine là, quelqu'un qui entreprend une nouvelle vie, OK? Qui sait pertinemment qu'il va avoir des pressions financières parce que c'est le même, ça marche à cause de la responsabilité. Il devrait-tu s'asseoir avec la nouvelle famille puis dire, regardez bien, là, on va mettre les choses au clair, là. Papa doit tant là. Papa va devoir continuer à payer là. Ça veut dire qu'il nous reste à peu près ça. On va avoir bien du fun, mais on va travailler avec ce qu'on a. Ça vaut la peine de le faire ou il garde ça pour lui avec le stress que ça suppose? C'est ça que je vous demande aussi. Ben, moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut être fait, mais évidemment, ça dépend aussi de l'entente qu'on a avec l'ex-conjoint. Et la réalité, c'est que c'est souvent pas facile, surtout au début, lorsqu'on vient de se séparer. S'il y a de part et d'autre des nouveaux conjoints en plus dans le portrait, on sait que souvent, c'est pas facile la communication, mais idéalement, autant pour les enfants que pour nous, ce serait une bonne chose de s'asseoir et effectivement de faire un budget, de voir justement un médiateur qui peut aussi nous aider là-dedans à équilibrer quelque chose. Et ça risque de nous enlever un gros stress. Téléphone, je m'en vais en ligne cette fois-là. Je m'en vais à Montréal. Je parle à Rim. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Bonjour. Oui, bonjour. C'est bien. Est-ce que je le prononce correctement? C'est Rim? Oui, très bien. C'est quelle nationalité? Je suis algérienne. OK. Et vous, est-ce que vous vous sentez un peu étouffé à travers les chiffres que je présente, là? Oui. Bon, surtout par rapport au prix et bourse, là. Franchement, c'est vraiment embêtant, surtout par rapport aux intérêts. OK, attends, je refais la situation. Votre situation, Rim. Vous êtes marié. Oui, je suis mariée. Vous avez un enfant. Oui, c'est ça, une petite fille, là, de 2 mois. Et vous avez un prêt à assumer pour vous. Oui. Et là, il y a des remboursements. Oui. Comme pour les remboursements, là, je vous le dis, je paye à chaque mois, là, environ 90 $ d'intérêt seulement. Puis ça, là, je veux dire, c'est de l'argent, tu as l'impression que c'est de l'argent qui part, puis tu t'en sers pas, puis ça bonifie pas ta vie. Non. Je suis endettée à 17 000 $. Fait que, puis bon, vu que j'ai une petite fille, là, de 8 mois, je peux pas vraiment la confier. Donc, il faut vraiment attendre, là, je dirais, là, au moins 3 ans pour que je puisse vraiment travailler dans mon domaine, là. OK, comment vous vous en sortez, Rim? Bon, c'est sûr que c'est un peu difficile vu que mon mari travaille dans le domaine de la construction. Fait qu'il y a environ, là, genre 3 mois par année qu'il n'y a vraiment pas de rentrée, là, d'argent, là, du tout, là. Surtout période des fêtes, décembre, janvier, février, là. Les gens n'ont pas d'argent, là, pour faire de la construction chez eux. Ouais, c'est la période probablement où les enfants, puis en tout cas où la famille demande davantage. Les parties, la bonne bouffe, puis les cadeaux et le reste, puis ça tombe dans la période où vous avez le moins de sous probablement. Exactement. Mais bon, ce que je fais là, disons que je suis une bonne trésorière là, à la maison. Fait que souvent ce que je fais, c'est que je limite là par exemple, les sorties là dans les restaurants et tout, je préfère par exemple cuisiner chez nous. Ça coûte beaucoup moins cher, puis c'est plus bon. Oui, bien, puis vous n'êtes peut-être pas tout seul non plus obligé de prendre sur vos épaules la préparation d'un repas de groupe parce que vous voulez recevoir. Hein? On en parlait, Mme Vallière, un peu plus tôt ce matin. Elle me dit, ça en est un truc qu'on pourrait changer. Bien, il y a toutes sortes d'options qu'on peut avoir quand on vit des situations financières difficiles.
Par exemple, on est reçu, on peut faire des petites confitures maison, on peut faire des repas, on veut recevoir, on veut se regrouper entre amis, mais chacun apporte un plat. Il faut être créatif. Et je pense qu'il faut voir plusieurs options possibles. J'aimerais dire à la dame que par rapport à ses dettes d'études, oui, on peut penser qu'on investit pour rien, mais les gens qui ont plus de diplômes et de papiers finissent par s'en sortir mieux. Et quand on finit ses études, quand j'ai fini mes études à 23 ans, je ne gagnais pas ce que je gagne maintenant. Il y a une étape à franchir. Il faut accepter de... Je prends un exemple. On ira à pause là-dessus. Je montrerai les tableaux après. De toute façon, on les a pas mal vus. Je prends un exemple alors que Stéphanie est toujours avec nous. Mais vous dites, je ne gagnais pas ce que je gagne maintenant. Mais non! Sauf qu'aujourd'hui, vous me corrigerez si je me trompe, mais il y a un paquet de jeunes qui vous écoutent, qui sont peut-être dans les facultés de droit, qui savent pertinemment que les grosses années sont passées, puis que même avec bien des efforts, ce ne sera pas des avocats à 125 000 $ par année, puis ils vont faire pas mal moins qu'on a pu faire il y a 10 ans de ça. Mais il y a beaucoup d'avocats qui ne font pas 125 000 $ par année. Ça, c'est un mythe. C'est un mythe. C'est pourquoi les avocats sont obligés de calculer les autres outils? Bien, certainement. Dans leur budget. Certainement. On est tous obligés de calculer. Puis C'est les conférenciers qui n'ont pas besoin de ça, là. C'est ça, là. Ah oui, c'est ça. Je crois que si on veut être réaliste, on doit faire des budgets, on doit être réaliste aussi. OK. Je rejoins M. Fortin qui parlait, il disait, il faut être réaliste, il faut faire des budgets, il faut regarder les choses en face. Stéphanie? Je suis d'accord avec vous. RIM a pris une décision. Elle a décidé d'investir dans son éducation. Et oui, à court terme, des fois, on peut avoir l'impression qu'elle a fait ça pour rien. Mais la réalité, c'est que c'est un choix. Hein. On parlait tout à l'heure d'on doit peut-être revoir nos valeurs. On doit revoir où est-ce que je veux dépenser. Et elle a fait ce choix-là qui, à mon avis, est très judicieux parce qu'on le sait qu'à plus ou moins long terme, elle va rentabiliser son investissement. Mesdames, on s'en va à pause là-dessus. Au retour, j'ai d'autres courriels. Sébastien est de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il a besoin d'une calculatrice pour joindre les deux bouts. Il va calculer pour nous. On va voir ce que ça donne, son espèce de budget. On s'en va à pause, on revient. Je vous montrerai des tableaux également. La classe moyenne se sent étouffée et stressée au niveau financier. Gros sondage. On débute l'analyse à partir d'aujourd'hui. Ça paraît pas sur nos payes, ça augmente, mais tu sais, il devrait y avoir une prime que le gaz, l'électricité, tout augmente, puis ça... Est-ce que c'est une source de stress pour vous, comme ça, d'arriver serré chaque mois? Un peu. On essaie de s'organiser, de se faire un budget pour qu'on arrive, là, mais on dirait qu'on est tout le temps en cours. Là. Je sais pas, on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose, tout le temps un stress, ça c'est sûr. C'est une source de stress avec la rentrée scolaire et tout ça, tu sais, il y a de plus en plus d'augmentation, puis les salaires ne montent pas en conséquence, finalement. Donc, puis moi, ma situation personnelle, je suis monoparental avec 2 enfants, une semaine sur 2, donc c'est encore plus dur d'arriver. Le steak est moins pelle, la bouteille de vin est moins chère, des choses comme ça. Et puis, en faisant ça, ben on finit par y arriver. Dites-moi pas qu'on est obligé de mettre de l'eau dans la bouteille de vin, couper la bouteille de vin pour en faire 2 pour une. Non, sérieusement, je sais que c'est du stress. D'ailleurs, vous l'avez dit. Vous l'avez dit là, vous l'avez dit dans les données qu'on a également. Sébastien va peut-être me le dire. Il est de Saint-Antoine sur Richelieu. Salut, Sébastien. Bonjour, François, ça va bien? Calculatrice en main, Sébastien, êtes-vous un gars stressé? Ah non, c'est 24 heures sur 24 avec une calculatrice. On n'a pas le choix. Ben, ça veut dire que ça, c'est du stress automatique. Ça se peut pas que vous soyez... En tout cas, à moins que je me trompe, vous ayez une façon de vous en sortir. Oui, bien c'est ça. C'est que moi, je suis né avec une calculatrice dans la tête. Okay? Peu importe tout ce que je vois, ça calcule tout le temps. Fait que je connais mon budget. Fait que quand j'arrive à la caisse, je sais que je le dépasserai pas. Juste pour donner un aperçu, bien souvent, moi, j'ai un petit commerce à la maison, OK? Ce qui m'aide un peu là avec les enfants. J'ai pas besoin de les envoyer au service de garde après l'école. Ils arrivent à la maison, papa il est là, le souper il est prêt. Ça, c'est une grosse source de stress en moins, tu sais. Ouais. Parce que souvent, tu finis de travailler, c'est go, 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 faut arriver à la garderie avant que ça ferme, parce qu'on va avoir des pénalités, il va avoir ci, il va avoir ça. Là, il n'y en a pas de ce stress-là. Ils arrivent à la maison, ils font le devoir. Ben là, pas tout de suite les devoirs, il est en première année, là. Mais... Mais il reste que papa est obligé de traîner sa calculatrice pour voir si cette semaine, il va pouvoir, je sais pas moi, acheter la confiture que la famille voudrait, parce que, tu sais, j'exagère peut-être, mais tu sais quand même. Ça, j'ai réglé le problème de ça. On est 2 adultes, 2 enfants,
Mon garçon de 6 ans mange, c'est un bon mangeur, il prend les mêmes portions que ma conjointe. Fait que c'est un bon mangeur. Ma fille de 5 ans, ça en vient à peu près comme lui. Mais bon, Là, vous venez de dire subtilement que votre femme mange trop. Là. C'est pas trop, ça. non. Ok, c'est non. correct. Elle a une bonne portion, même pour une femme. Tu sais, là. Mais ce qui arrive, c'est que pour nous 4, moi, j'ai réussi à m'en sortir avec un budget d'épicerie par semaine de 100 $. Ah, Seigneur, mon Dieu, manger du pain avec du beurre dessus. Habituellement, bon, ça va arriver à l'occasion que je vais aller à 110, 115 quand il y a des bons spéciaux, là, tu sais, je vais en stocker un peu plus dans le congélateur, là. Mais autrement, là, à 100 $ par semaine, là, je m'en sors très bien. 3 repas par jour, équilibrés. Puis je peux vous dire une chose, dans le monde que je connais qui chiale, tu sais, qui arrivent pas, qui ont de la misère à rejoindre les deux bouts, quand on va chez eux, des fois, je fais mon curieux, tu sais, je vais dans la cuisine, mais j'aime bien papoter. J'ouvre le frigidaire, j'ouvre le garde-manger, puis je tombe sur le cul. Carrément. C'est plein de gâteaux, des chips, des liqueurs, du coke. Des gugus pas essentiels, mais qui viennent... cochonnerie. Moi, on appelle ça de la cochonnerie, du produit de luxe. Si le monde déjà couperait dans ce produit-là, il verrait le budget de commande quasiment coupé de moitié. OK. Ben, regarde, hey, demain, là, si vous avez une chance, demain, on tombe dans l'alimentation. OK. On tombe dans l'alimentation. Vous serez à même de me dire de quoi là-dessus. J'aimerais savoir vos trucs d'épicerie également du côté de l'alimentation. Merci, Sébastien. Ben, transférez-moi votre... Oui, ben, gars, Yvon, prends le numéro de téléphone, Yvon. OK, merci. Il me fait signe que ça va être fait. Pas de problème. Demain, on se reparle. Je veux vos trucs d'épicerie. Demain, on va tomber là-dessus également. Je continue. OK, lui a fait le choix. Il dit qu'il peut arriver avec moins. C'est un peu ça, vous dites aussi? Pas nécessairement. Je dis qu'il faut faire des choix. OK. Alors, il faut choisir en fonction de nos besoins, de nos valeurs. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Oui. J'ai une amie qui a choisi d'envoyer ses 2 enfants à l'école privée. OK. Au secondaire ou privé. Oui. C'est une valeur importante pour elle. Oui. C'est un choix. Elle accepte de faire des sacrifices pour ça. Je trouve ça intéressant. C'est sa valeur. Et elle ne vit pas de stress parce que c'est sa valeur. Puis elle est fière de dire que ses enfants vont à l'école privée. J'ai 2 amis qui sont professeurs d'université. Il n'est pas question qu'ils envoient leurs enfants à l'école privée. Ça ne fait pas partie de leurs valeurs. Ça ne fait pas partie de leurs besoins. Donc, je pense que c'est ça la question qui va être importante à déterminer pour s'en sortir, pour respirer. C'est quoi mon besoin profond? Bon, mais ma valeur? de là, l'élément de la résolution de conflit, s'il y en a un, parce que ça tente peut-être à Maître Vallière d'envoyer les enfants à l'école privée, je suis son conjoint, ça me tente peut-être pas, moi, parce que je trouve que c'est ridicule, le public fait bien la job, mais on va être obligé de gérer un conflit qui va nous stresser si on ne réussit pas à trouver, parce que là, c'est valeur contre valeur. Là. Exactement. Et c'est des conflits qui peuvent être insolubles. Alors, en médiation, on ne réussit pas à tous les régler, les conflits, puis en thérapie de couple non plus. Alors, des fois, c'est vraiment c'est là où on arrive à l'éclatement. Parce que c'est pas vrai que il y a des familles, des couples riches qui se divorcent, puis il y a des couples pauvres qui se divorcent aussi. Ouais. Ça n'a pas rapport. Ça ne veut pas dire que s'il y a un stress rapport. financier, il y aura nécessairement un divorce. T'sais. Non, parce que sinon, tous les gens pauvres sont appelés à se divorcer. OK. C'est la capacité de gérer le problème, c'est la capacité de communiquer, d'établir ses valeurs, ses besoins, puis de choisir une orientation. J'oserais dire quasiment même avant de faire le budget, c'est peut-être de déterminer ce dont on a besoin. Tu sais, je suis limite. Je ne sais pas si je peux vous parler d'un processus de résolution de problème. 1, c'est quoi le problème? Le choix de l'école. 2, la deuxième étape. Bon, donc le problème, c'est quoi? La deuxième étape, c'est quoi nos besoins? C'est quoi nos valeurs? C'est la deuxième étape. La troisième étape, quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous? Okay. Et la quatrième étape, on choisit une solution. Et ça, là, ça s'applique dans n'importe quoi. Même dans n'importe quoi. Même l'achat d'une voiture. Stéphanie, il y a, Sébastien, tantôt, dit, j'arrive quand même à gérer. Je calcule 24h/24, mais j'ai pas de problème à dormir. Et pourtant, j'ai des courriels de gens qui disent, on n'en dort plus. Le stress est en train de me tuer. Je deviens malade à cause de ça. Là aussi, il y a un truc pour faire en sorte qu'on puisse, à un moment donné, laisser sortir la pression. C'est quoi? Tout à fait. Le stress, François, est composé de 2 émotions. J'ai peur de quelque chose et en même temps, s'il fallait que ça arrive, ce serait une catastrophe. Donc, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de pas boucler ma fin de mois, j'ai peur de perdre mon emploi et en même temps, je me sens impuissant à faire face à cette situation-là. Question première à se poser. Est-ce que ma peur est réelle? Est-ce que dans le passé, j'ai déjà manqué d'argent? Et est-ce qu'il y a effectivement des chances que j'en manque dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? Parce que des fois, la peur est irréaliste. Okay. Alors, on se fait des scénarios. L'humain est ainsi fait. Hein? On imagine le pire. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question.
même si ça arrivait, même si ce que j'appréhende m'arrivait, est-ce que c'est vrai que je serais impuissant? Est-ce que c'est vrai que je serais sans solution? Et je peux vous dire, François, que 95% du temps, la réponse, c'est non. Et là, à ce moment-là, on diminue notre niveau de stress et on est en mesure de trouver des solutions, de mieux réagir. Parce qu'on le sait, lorsqu'on vit une émotion à une intensité élevée, du stress, par exemple, on voit pas clair, on est submergé et c'est là que les conflits arrivent et qu'on se retrouve dans mon bureau ou dans le bureau de Mme Vallière. Dans un cas comme dans l'autre, au retour de la pause, je vais parler à Lynn qui est de Montréal parce que Lynn a fait face à une situation où les revenus sont pas élevés. J'aimerais bien savoir, elle, quand elle stresse, elle se dit, il me semble demain, je vais pas être si pire que ça, je suis capable de me relever. On va... Des tableaux, hein, il y en avait de nombreux. On vous en a présenté. Je vous en montre quelques-uns également. C'est peut-être votre quotidien aussi. Au cours des derniers mois, avez-vous renoncé, c'est-à-dire à un achat parce que vous trouviez que vous n'en aviez pas les moyens? Oui, à 81 %, c'est énorme. C'est 8 sur 10. Tu dis, gars, je ne le ferai pas les moyens. Autre tableau. On continue. Je vais vous en donner quelques-uns. Mes invités sont là. Avez-vous l'impression qu'il ne reste presque rien à la fin du mois? À 75 %, c'est 3 sur 4. Vous dites, c'est ça que j'ai comme impression. C'est pas drôle, c'est stressant. Continuez. Trouvez-vous que vous devez calculer plus qu'avant? C'est encore 7 sur 10 qui disent que oui. C'est pas réjouissant, ça non plus. Avez-vous, cette année, reporté à plus tard un projet d'investissement ou de rénovation important parce que vous sentiez que vous n'en aviez pas les moyens? 70 %, 7 sur 10 encore disent la même chose. Investissement, les gens mettent plus d'argent de côté. En général, est-ce que vous vous trouvez stressé financièrement? Oui, à 68 %. Écoute, c'est serré, je dis bien financièrement. 68 %, c'est des choses qui dérangent. Le dernier que je montrerai au cours de la dernière année, avez-vous dû renoncer à vous payer certains petits luxes qui rendent la vie agréable, comme un souper dans un bon restaurant, un spectacle ou un week-end de détente? Oui, à 62 %. J'ouvre cette porte-là. Puis, Lynn au téléphone qui va joindre à nous. Allô, Lynn? Oui, bonjour. Lynn, restez 2 secondes avec moi. Vous faites partie de l'équipe, OK? OK. Je reviens sur le truc qu'on vient de dire. Là. Tu sais, les petits luttes de la vie. Combien de fois j'ai entendu des gens, des professionnels, des gens comme Mme Vallière, des gens comme Stéphanie Milot qui disent, tu sais, tu travailles fort dans la vie, il faut que tu te permettes une petite gâterie pour te montrer que tu travailles aussi un peu pour toi, puis pas rien pour payer pour les autres ou payer pour le gouvernement ou le reste. Puis là, il y a des gens qui commencent à dire, on se le permettra plus. Puis, semble que ça va faire mal à un moment donné, non? Est-ce que la gâterie a besoin de coûter cher? Parce que c'est ça l'idée. Hein? Moi, je dis souvent aux gens, oui, récompensez-vous, mais c'est pas obligé d'être un voyage à Cuba, la récompense. Okay. Des fois, ça peut être de dire, on prend un moment en famille, on se fait un pique-nique. Tu sais, ça coûte pas nécessairement plus cher que manger à la maison, mais c'est une activité agréable qui fait qu'on parle, qu'on est en famille. Alors, je pense que c'est ça. Il faut reprioriser. Je suis tellement d'accord. Il y a la pression sociale, Maître Vallière. Je présume qu'à la table, quand les gens viennent s'asseoir, ils disent, oui, mais regarde, là, mon voisin, il se permet ça, là, puis dans la rue, il y en a, ils ont des autos neuves, puis tout ça, là, c'est dur à un moment donné de ne pas suivre la pression de la société. C'est pas un langage que j'entends tant que ça, où les gens n'osent pas le dire, à se comparer. Mais c'est sûr que j'aimais beaucoup le M. Fortin quand il a dit le Vigneault, plus qu'on en a, plus qu'on en veut. C'est sûr que si on se compare à plus riche, on se trouve pauvre. Si on se compare à plus pauvre, on se trouve riche. Mais moi, je trouve que c'est une mentalité de faire des comparaisons comme ça qui est assez pas très positive. Je pense qu'on a un budget, on a 40, 60 000. Et encore une fois, je vais le redire, il faut être créatif, il faut voir différentes options. Si mon besoin, c'est un loisir, ça peut être d'aller faire, je suis d'accord avec Mme Maillot qui dit d'aller faire une marche, une promenade, faire un jeu de société avec les enfants, rigoler, écouter une cassette d'un humoriste. Il y a plein de moyens d'être... revoir ses priorités et ses besoins. Ben oui, revoir ses priorités, ses besoins et surtout les définir. Puis il y a aussi une autre chose que j'aimerais dire, la fraternité, l'entraide. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ouais. Je pense que c'est important aussi. Je ne sais pas si Lynn, qui est en ligne toujours avec nous autres. Bonjour, Lynn. Bonjour. L'entraide, la fraternité, puis faire moins avec plus avec moins. Quand on est à faible revenu, ça ne doit pas être facile pour vous, là? Non, c'est pas facile du tout. Parce qu'à 17 000 par année, là, calculez, disons que j'aurais un mari, un enfant, là, ça arrive dans la classe encore moyenne, ça là. J'ai un loyer de 500 quelque chose par mois. Ben ça fait 6 000 piastres par année, ça là. Fait que tu calcules les assurances, tu calcules le manger, tu calcules les médicaments, tu calcules tout, puis le gouvernement ne fait rien. Hein? Moi, on m'a coupé 7 $ là, par mois parce que j'avais trop avec mon supplément de revenu par pension de vieillesse. C'est ça. Ben, regarde, Lynn, 2 secondes, parce que Stéphanie vous écoute. Lynn s'en va voir Stéphanie Milot, puis elle dit ça, là. Elle se ramasse avec un 12 000 par année, elle coupe encore. C'est à peine d'être capable. Puis là, c'est l'autre bain du monde, là.
Comment tu veux qu'elle parte en disant « Oh, c'est vrai que la vie est belle, c'est merveilleux. » Mais François, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on peut changer ça? Et je m'adresse particulièrement à la dame, là. Est-ce qu'elle peut changer ça? Si la réponse est oui, on peut passer à l'action, mais très souvent, on est au... C'est ça, on peut pas le changer. Alors, on a deux options. On peut se faire des scénarios, s'empêcher de dormir, se rendre malade, ou se dire, je vais revoir mes priorités, comme Mme Vallière le disait, et essayer d'être quand même heureux. Et moi, j'en connais des gens, François, qui n'ont pas de gros revenus, mais qui sont heureux. Puis j'en connais aussi des riches qui sont malheureux. Ouais, le danger, c'est-tu un peu, on le disait tantôt, le risque, c'est de se comparer. Oui. Et souvent, François, c'est les enfants qui vont comparer. Ben mon petit ami a ça. C'est vrai que c'est moins les adultes parce que nous, on est plus matures, mais on peut expliquer à un enfant, on a des priorités. Et un enfant peut être déçu de ne pas avoir la dernière bidule à la mode ou le dernier vélo, mais en même temps, c'est beaucoup plus dur pour un enfant de voir ses parents se déchirer, vivre des conflits à cause de l'argent. Alors, revenons à nos priorités. Je comprends que c'est pas toujours facile pour des gens comme Lynn, et je vous comprends, madame. Merci, Lynn. Oui, tout à Sophie fait. qui dit, nous sommes un couple avec un bébé. Nous gagnons moins de 30 000 par année. Pourtant, nous ne manquons de rien. Il s'agit de magasiner et d'acheter à rabais. Nous avons une vieille voiture et nous avons le minimum. Nous pouvons nous permettre une sortie de famille par mois et mangeons au restaurant toutes les semaines. Quand les gens qui gagnent plus de 40 000 se plaignent d'être cassés, ça me fait rire. C'est-tu pas l'exemple là de ce qu'on dit depuis le début? Il me reste à peu près une minute. Là, c'est ça, pareil. Oui. Un bel exemple de priorisation des valeurs et des besoins et de trouver les moyens pour être heureux. D'être créatif, imaginatif, puis c'est ça. Mais je retiens quand même, à la maison, ils auront retenu votre programme de résolution de conflit avec les 4 questions de base. Oui. Puis Stéphanie, c'est la même chose. On n'a pas besoin de stresser sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. Exact. Et souvent, ce sont des choses qu'on n'a aucun pouvoir dessus. Et encore une fois, tu as bien dit comment faire pour s'en sortir davantage. Merci, Stéphanie Milot. C'était un plaisir. Salut, Stéphanie. Maître Vallière, grand merci également. Merci. Qu'on sache qu'on a aussi un poids dans notre propre vie et qu'on peut changer des choses pour tenter d'avoir plus avec moins puis d'être tout aussi heureux. Exact.